Effectivement, quand vous voyez débouler un chercheur qui travaille sur le climat, il arrive toujours avec des mauvaises nouvelles. Il vient pour vous dire que la maison brûle et que nous regardons ailleurs, qu'on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire, que les impacts du changement climatique vont être catastrophiques si on ne fait rien, etc., etc. Et je dois confesser que moi aussi, pendant très longtemps, comme beaucoup de mes collègues et comme la plupart des militants pour le climat, j'ai pensé que je devais être un lanceur d'alerte, que je devais alerter sur la gravité et l'urgence du problème et que si on n'agissait pas, c'est parce qu'on n'était pas vraiment conscient de cette gravité et de cette urgence. Mais en fait, le changement climatique lui-même se charge très bien de nous rappeler la gravité et l'urgence du problème. Les 12 derniers mois, par exemple, ont été les 12 mois les plus chauds sur Terre depuis les 100 000 dernières années. Et c'est pour ça que je pense désormais que ça ne sert à rien d'alerter sur la gravité du changement climatique et qu'il faut s'y prendre autrement. Et ce soir, je voudrais vous expliquer pourquoi. Quelques jours après la dernière élection présidentielle, en 2022, avec ma femme et nos enfants, on était allés passer quelques jours de vacances en Normandie. Sur la plage, nos enfants avaient joué avec les enfants d'un autre couple, on avait réalisé qu'on était dans le même hôtel, et puis une chose en entraînant une autre, on avait pris l'apéritif ensemble, puis on avait dîné ensemble, et on s'était arrêté là, je vous rassure. Mais au cours du dîner, on avait évidemment parlé de politique, et ce couple de nous avouer tout de go pour qui ils avaient voté à l'élection. Ils avaient voté pour Yannick Jadot et pour Emmanuel Macron. Mais pas du tout parce qu'ils avaient des opinions politiques différentes. Au contraire, ils étaient parfaitement raccords, en tout cas politiquement parlant. S'ils avaient choisi de voter ainsi, accrochez-vous, c'est parce qu'ils avaient décidé de faire un vote stratégique. Ils avaient considéré qu'en tant que couple, ils avaient droit à 2 voix, et donc, ils n'avaient pas lâché. Alors là, j'avoue que j'étais pas prêt. J'étais quand même un peu interloqué, parce que j'imagine facilement qu'on puisse hésiter entre 2 candidats de gauche ou entre 2 candidats de droite. Enfin là, quand même, comment dire, Jadot et Macron, c'était quand même pas tout à fait le même programme à l'élection. Et leur réponse m'avait beaucoup marqué. Ils m'avaient dit, oui, on comprend bien que notre choix surprenne, et nous-mêmes, on était beaucoup tiraillés au moment de voter, parce que d'un côté, on a des enfants, on est inquiet de la terre qu'on va leur laisser, du changement climatique, de la biodiversité, tout ça, et donc c'est important pour nous de voter pour le candidat écologiste, mais d'un autre côté, on travaille tous les deux dans la banque et la finance, et donc il fallait bien qu'on veille aussi à protéger nos intérêts. Et je pense en fait qu'on met là le doigt sur le nœud du problème, sur le dilemme que nous devons affronter. Nous sommes évidemment tracassés par la question du changement climatique, mais nous avons peur aussi de sacrifier nos intérêts immédiats et personnels. Alors ce couple avait trouvé une façon un peu baroque de résoudre ce dilemme. Je ne suis pas sûr que ça soit la plus efficace, mais pourquoi est-ce qu'on est face à ce dilemme ? À cause d'un élément de la physique du climat qu'on a souvent tendance à oublier. C'est qu'il n'y a aucune corrélation directe entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par un pays ou par une génération et les impacts du changement climatique que va connaître ce pays ou cette génération. En d'autres termes, les principales conséquences de nos émissions personnelles de gaz à effet de serre, ce ne sera pas nous qui les vivrons, ce seront les autres. Et c'est la grande injustice fondamentale du changement climatique. Parce qu'on a d'abord un problème de décalage dans le temps. La génération qui a créé le problème, ce n'est pas la génération qui va devoir le résoudre, et cette génération qui va devoir le résoudre, ce n'est pas non plus la génération qui en verra les résultats. Parce qu'on est face à un problème d'accumulation. Les gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère parce que la grande majorité d'entre eux ont une durée de vie très longue dans l'atmosphère. Ça veut dire que tant qu'on envoie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, les températures vont continuer à monter.
Si vous voulez, c'est comme si vous faisiez couler un bain dans une baignoire. Tant qu'il y a de l'eau qui sort du robinet, même si ce ne sont que quelques gouttes, eh bien ça suffit à faire monter le niveau de l'eau. Et même si vous coupez complètement le robinet, eh bien vous savez bien qu'il faudra encore plusieurs heures, sinon plusieurs jours, avant que l'eau ne s'évapore et que le niveau ne commence à baisser. C'est exactement pareil avec nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça veut dire concrètement que tant que nous n'aurons pas atteint le point de neutralité carbone, les gaz à effet de serre vont continuer à s'accumuler et les températures vont continuer à grimper. Le point de neutralité carbone, c'est le point d'équilibre entre les quantités de gaz à effet de serre que la Terre peut absorber et les quantités de gaz à effet de serre que nous envoyons dans l'atmosphère. C'est le moment où on coupe le robinet. Et à la COP28 de Dubaï l'an dernier, on s'est mis d'accord pour atteindre au niveau mondial ce point de neutralité carbone au plus tard en 2050. Et c'est très important qu'on se soit mis d'accord sur un calendrier. Mais ça veut dire aussi que pendant les 26 prochaines années, nous allons baisser de plus en plus nos émissions de gaz à effet de serre, et pourtant, on ne verra pas les températures baisser. Vous voyez le problème? Tant qu'on ne verra pas les températures baisser, on aura beau présenter aux gens tous les tableurs Excel et tous les graphes qu'on veut, il va quand même y avoir des gens qui vont se dire « à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ?» Imaginez un instant que, comme moi, vous cherchez à perdre un peu de poids. J'en vois qui rigolent. Imaginez que vous décidiez de renoncer à tout verre d'alcool, que vous vous priviez de dessert après chaque repas, que vous alliez courir 10 km tous les matins. Bon, je ne fais pas tout ça, évidemment, hein. Mais imaginez que vous fassiez tout ça et que malgré ce régime drastique, chaque soir, quand vous montez sur la balance, eh bien, vous avez encore pris du poids. C'est compliqué, hein? Et pour rendre les choses plus compliquées encore, par-dessus le marché, on a non seulement un décalage dans le temps, mais on a aussi un décalage dans l'espace. Parce qu'évidemment, peu importe d'où proviennent les émissions de gaz à effet de serre, nous sommes tous extraordinairement dépendants les uns des autres. Les impacts du changement climatique au Bangladesh ou au Soudan, ils dépendent de nos actions et de nos décisions. Et notre futur climatique en France et en Europe, il dépend aussi, en partie, des décisions qui sont prises en ce moment au Caire, à Lagos, à Mexico, à Jakarta ou à Delhi. Jamais dans l'histoire récente de l'humanité n'avons-nous été à ce point reliés les uns aux autres par la force de la physique du climat. Mais ça pose aussi des difficultés en termes d'action collective, évidemment. D'une certaine manière, les gens qui sont les plus concernés par l'avenir du Green Deal, des politiques climatiques européennes, ils ne se trouvent pas en Europe, ils se trouvent au Bangladesh ou au Soudan, et évidemment, ils n'ont pas mis de bulletin dans l'urne avant-hier. C'est pour ça, je crois, que nous avons un problème fondamental de communication. Quand on parle du changement climatique, nous n'arrêtons pas d'insister et de mettre en avant les risques qui sont associés à l'inaction, mais on ne parle jamais des bénéfices qui sont associés à l'action. On espère déclencher la transition en agitant la peur de la catastrophe plutôt qu'en parlant à nos intérêts. Mais la catastrophe, ça ne fait pas nécessairement agir les gens. Au cours de ma thèse de doctorat, j'ai eu l'occasion d'habiter à la Nouvelle-Orléans parce que je documentais les impacts de l'ouragan Katrina qui avait ravagé la ville à l'été 2005. Eh bien, figurez-vous que 2 ans après cette catastrophe, 2 ans seulement après, les électeurs de Louisiane ont élu comme gouverneur de leur État Bobby Jindal. Alors Bobby Jindal, vous ne le connaissez sans doute pas, mais c'est sans doute le pire climato-sceptique de la politique américaine. À côté de Bobby Jindal, Donald Trump aurait parfaitement sa place au GIEC, ça vous situe le niveau. Et alors vous me direz, mais comment c'est possible qu'un État qui a connu la pire catastrophe climatique de son histoire place à sa tête juste après un climato-sceptique? Eh bien simplement parce que les électeurs de Louisiane ne voulaient pas entendre que le changement climatique était responsable de l'ouragan Katrina.
ils voulaient des coupables, et Bobby Jindal leur ramenait des coupables sur un plateau. C'était l'armée qui avait mal entretenu les digues, c'était ce maire qui n'avait pas fait évacuer la population, etc., etc. Ce n'est pas la conscience de la catastrophe qui nous fait agir, ce sont nos intérêts. Et tout le problème est là. Quand on agit pour le climat, on a un peu l'impression d'agir pour les intérêts des autres, mais aussi contre nos propres intérêts personnels. A fortiori, évidemment, si, dans la liste des choses à faire pour lutter contre le changement climatique, on nous présente sans cesse du sang et des larmes, des efforts à entreprendre, des sacrifices auxquels consentir, des coûts supplémentaires à supporter, des contraintes auxquelles se plier, c'est-à-dire des choses dont on n'a pas envie. Alors c'est déjà compliqué si vous êtes un individu, mais imaginez si vous êtes une entreprise. C'est pour ça que je pense que si nous voulons réussir la transition, il va falloir que nous parvenions à aligner la lutte contre le changement climatique avec nos intérêts. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de travaux en sciences comportementales qui nous montrent que c'est possible. Par exemple, les gens qui délaissent leur voiture pour aller au travail en vélo, eh bien, ils ne le font pas nécessairement parce que c'est plus écologique. Ils le font parce que ça leur permet de gagner du temps, parce que ça leur permet de toucher une prime de la part de leur patron, parce que ça leur permet de faire des économies, parce que ça leur permet de faire un peu d'exercice, parce que ça leur permet de se faire bien voir de leurs collègues. Et évidemment, ils sont aussi contents de savoir que ça leur permet de réduire leur empreinte carbone, mais ce n'est pas leur motivation première. Vous pouvez parfaitement être climato-sceptique et aller au travail en vélo, ce n'est pas du tout incompatible. Pareil, au niveau macroéconomique. Entre 2019 et 2022, la puissance des énergies renouvelables installées aux États-Unis a augmenté de 55%. C'est énorme. Et si elles se sont à ce point développées, eh bien c'est avant tout parce que ces énergies étaient de plus en plus efficaces, de plus en plus rentables, permettaient d'améliorer la qualité de l'air et donc de réduire les dépenses de santé. Et l'État dans lequel les énergies renouvelables ont le plus progressé, c'est le Texas, qui est pourtant gouverné par le républicain Greg Abbott, qui est sans doute le plus grand défenseur des énergies fossiles aux États-Unis. Mais le meilleur exemple de tous, c'est sans doute celui de la voiture électrique. Qu'est-ce qui va pousser les gens, et les chauffeurs de taxi en particulier, à acheter une voiture électrique? Ce n'est pas tellement le fait que ce soit une voiture moins polluante, c'est parce qu'elle est perçue comme une voiture plus moderne, plus performante, plus économe à l'usage. Vous savez très bien que les chauffeurs de taxi n'ont pas tous voté pour les Verts, hein? Je crois que pendant trop longtemps, nous avons tiré la sonnette d'alarme dans le vide. Je suis convaincu que ce n'est pas en ayant peur de l'avenir que nous allons réussir la transition. En 2005, la finale de la Ligue des Champions s'est jouée à Istanbul. Elle opposait Liverpool à l'AC Milan. À la mi-temps, Liverpool est mené 3-0. Alors, je n'étais pas dans le vestiaire de Liverpool à la mi-temps, mais je ne pense pas que l'entraîneur ait dit à ses joueurs qu'ils n'avaient aucune chance de gagner le match, que la statistique jouait contre eux et qu'ils n'étaient pas du tout sur la bonne trajectoire. En deuxième mi-temps, Liverpool a réussi à remonter le score et ils ont même gagné au tir au but. Eh bien, nous sommes à la mi-temps. Et c'est pour ça que je crois que nous aurions intérêt à encourager bien davantage ceux qui avancent, à valoriser nos progrès et nos avancées, à montrer comment on peut remonter le score et réussir à décarboner nos économies. En tout cas, moi, c'est l'engagement que je prends ce soir devant vous, parce que les vrais héros du climat, ce ne sont pas ceux qui hurlent au feu, ce sont ceux qui éteignent l'incendie. Merci.